Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean-Pierre Martel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame. Bienvenue sur ce podcast. Jean-Pierre, vous êtes l'un des avocats les plus respectés du conseil et du contentieux en droit des affaires. Donc c'est un immense honneur de vous recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Vous intervenez aussi bien sur les transactions les plus complexes et les contentieux les plus sensibles que dans le domaine de la réglementation. Les conseils d'administration et les dirigeants font appel à vous pour leur fusion, cession, acquisition et restructuration, ainsi que pour leur contentieux et arbitrage. Vous êtes également le fondateur du très réputé cabinet français Rambaud Martel, qui a fusionné en 2006 avec la firme internationale Auric. J'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? C'est une très bonne question. C'est tellement ancien que j'ai eu du mal de m'en souvenir. Mais je plaisante parce que, en fait, je vais peut-être choquer des gens, mais c'est plutôt par désir de sauvegarder avant tout ma liberté et d'être mon propre maître à bord. Et je viens d'une famille dont je suis très reconnaissant de tout ce qu'elle m'a apporté, mais qui est une famille de petite bourgeoisie de province. Et mes parents, que j'ai adorés, avaient à cette époque vraiment pour eux le summum de ce que pouvait faire leur fils, c'était l'ENA. Et donc j'avais un deal avec eux, j'allais faire l'ENA. Donc j'ai commencé mes études dans ma ville de naissance, à Nancy, où j'ai été assez successful. J'ai fait lettres, droit, sciences éco, tout ça, mais c'était une époque où on pouvait assez facilement cumuler tout ça. Et je suis venu à Paris, je suis le provincial qui monte à Paris faire Sciences Po et préparer l'ENA. C'est en 1966, je pense, ou quelque chose comme ça. Et là, je vois de près ce qu'est le cursus service public à Sciences Po. Pour moi, j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout l'environnement dans lequel je pouvais vivre avec une espèce de prédétermination, une voie tracée, une carrière tracée à 24 ans, 25 ans. Vous sortez de là, vous êtes sur une trajectoire, vous êtes sorti dans les premiers, vous avez des chances, vous êtes dans les derniers. Vous vous retrouvez dans un tribunal administratif de province sans intérêt, etc. Enfin, bref, et l'environnement sociologique et l'état d'esprit des étudiants m'a profondément déplu. En revanche, je continuais le droit à côté et j'avais des professeurs absolument formidables, notamment un, Paul Lagarde, qui m'a beaucoup frappé parce que pour moi, quand il expliquait les choses, tout était d'une clarté totale. Je n'ai jamais eu moins de 18,5 ou 19 à aucun examen avec lui. C'était vraiment l'entente intellectuelle spontanée, je ne sais pas pourquoi, mais c'était fait pour moi. Mm-hmm. Et à partir de là, je suis retourné voir mes parents et je leur ai demandé de me relever de ma promesse. Ce qu'ils ont accepté de faire, mais ils étaient morts d'angoisse en me disant « mais tu connais personne à Paris, c'est un métier de saltimbanque. » Ça, je le souviens. C'est un métier de saltimbanque. Comment vas-tu survivre là-dedans? Comment tu vas faire? Je vais voir, je vais essayer. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis sorti, en plus en arrivant à Paris, on me regardait un peu comme le provincial qui avait des bonnes notes parce que c'était la province. Je suis sorti major de la première promotion de l'Institut d'études judiciaires qui a été créé cette année-là. J'avais des mentions très bien tout le temps. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était mon truc. Un étudiant brillant. Voilà. Donc, c'était fait pour moi. Voilà. Et donc, je suis parti vers le métier d'avocat en ne connaissant personne. J'ai pu vraiment miraculeusement trouver un remplacement du fils d'un avoué au tribunal. C'était pas chez les avocats, un avoué au tribunal, dont le fils partait au service militaire. L'avoué était en panne. Il m'a pris pour remplacer son fils. Pendant 18 mois, j'ai commencé à 300 francs par mois de rétrocession, donc ça fait quoi, 50 € aujourd'hui, même pas. Ah oui. Vous savez, c'est un peu comme dans les vieux bistrots où on payait son tablier. Les garçons payaient pour avoir le droit, je sais pas, au deux magots. Ça valait cher, le tablier. Et donc, j'ai acheté mon tablier comme ça.
Mais au bout de 3 mois, mon patron a vu que je pouvais quand même produire tout de suite beaucoup de choses, que j'étais surtout très, très business oriented et pas du tout dans le droit traditionnel, un peu universitaire. Et donc, voilà, et ça s'est très bien passé. Au bout de 18 mois, le fils est rentré, j'ai quitté. Bien sûr, c'est moi qui suis parti, cette fois, à l'armée. Et comme j'avais 18 mois à y passer, mais j'avais opté pour ne pas être chauffeur du capitaine aux Invalides. Je suis parti dans les commandos portés. Et j'ai fait 18 mois, j'avais une forme physique absolument formidable. Et voilà. Et pendant ce temps-là, l'État a bien travaillé pour moi parce qu'il a sorti une loi, c'était donc en 70 ou 71, je ne sais plus, qui a fait 2 choses, qui a fusionné les professions d'avoué et d'avocat, et qui surtout a enfin autorisé aux avocats à s'associer. C'était pas possible avant? Non. Ce qui, voilà, les avocats peuvent s'associer. Avant, c'était des pratiques individuelles. Et même ceux qui étaient 2 ou 3 n'étaient pas vraiment associés. Je savais pas. Ceci a suscité la création d'un grand cabinet d'avocats qui était plus volumineux que Gide à l'époque, qui n'a jamais eu de nom parce que ça, c'est l'histoire ou la préhistoire de la profession d'aujourd'hui. C'est que c'était des individus qui exerçaient. Donc, il y avait des gens très connus qui dominaient le marché, 60 ans, 70 ans, des monuments, voilà, mais qui avaient toujours travaillé pour eux, indépendants. Il se trouve que quelques-uns avaient des fils de la quarantaine. Et les fils de la quarantaine se sont dit, ça y est, c'est la profession moderne, on y va. Et donc, on va traîner les pères, on les met ensemble. Ils ont acheté un immeuble derrière la maison de la radio, qui était l'ancien hôtel particulier du maréchal Joffre, 5 étages, et on remplit tout ça d'avocats et d'avoués au tribunal. 2 avoués au tribunal, plus toute une collection d'avocats, et tous vraiment des gens qui comptaient à l'époque, vraiment des leaders de la profession. Et donc on me dit, bah écoute, quand tu finiras l'armée, tu viens, on peut t'offrir une collaboration avec André Garneau. André Garneau, 70 ans passés, un monument, enfin un colosse en plus, qui était un spécialiste, le spécialiste français du droit aérien, et qui avait créé Air France en 1936, quand il était au cabinet de Pierre Cotte. Donc, il était le créateur d'Air France. Il était toujours le représentant de la France comme ministre plénipotentiaire dans les organismes de l'aviation civile internationaux, l'IATA. Enfin, un monument. Donc, il te reste 6 mois avant de venir. Dépêche-toi d'apprendre le droit aérien. À l'armée, j'apprends le droit aérien et je deviens un grand spécialiste du droit aérien. Ah, vous avez réussi pendant le service? Bien sûr. On a quand même un peu de temps à l'armée, hein, et puis on le prend. Et donc, j'ai appris le droit aérien. Et à peu près 1 mois avant de venir, avant d'être libéré, on me dit, ah ben non, finalement, il a été tellement impatient, il avait un tel besoin tout de suite, que non. Henri Rambaud, qui est son voisin de palier, lui a dit, bah écoute, si vraiment tu es dans l'embarras, je te donne un de mes collaborateurs et moi je prendrai celui que tu attends. Je peux attendre 1 mois. Et c'est comme ça que j'arrive un jour chez Henri Rambaud, que je ne connaissais absolument pas, je ne connaissais même pas son nom, rien. On me dit, voilà, tel jour à telle heure, dès que j'ai été démobilisé, je fonce là-bas. J'arrive, bien entendu, il n'y a personne pour m'accueillir, et je finis par trouver sa secrétaire, une secrétaire qui me dit qu'elle est sa secrétaire. Elle me dit, ah, c'est vous le nouveau? Oh, vous savez, il a jamais supporté aucun collaborateur plus de 2 semaines. Voilà mes débuts. Atterrissage, bienvenue chez les avocats. Bienvenue chez les avocats. Et j'ai donc vu Henri Rambaud, il me donne un premier dossier, et il me dit, c'est formidable, je prépare le dossier, je travaille, je fais la note, etc. Mais à l'époque, on n'était pas le nez dans l'ordinateur, le nez dans le téléphone, la pression des emails, etc. On avait le temps de travailler, de réfléchir.
Et surtout, il fallait faire des recherches à la bibliothèque, dans les bouquins, et on faisait du vrai droit lourd. C'était pas, on fait pas du superficiel comme aujourd'hui. Et donc, je travaille le dossier, je lui apporte, il me dit c'est parfait, impeccable, je vais vous en donner un autre, il me donne un deuxième dossier. Et là, je coince complètement, je n'y arrive pas, enfin, je ne sais pas par quel bout le prendre, c'était assez compliqué. Henri Rambaud était un des 4 ou 5 grands avocats d'affaires de l'époque, dits d'affaires, c'est-à-dire en fait des avocats civilistes. Il n'y avait pas de droit pas de droit des sociétés, pas de droit du commerce, pas de droit fiscal, rien. C'était ils plaidaient, et les avocats à l'époque étaient des gens qui plaidaient. Ils plaidaient en quelques affaires, parce qu'il était lui aussi en fin de carrière. Il avait 72 ou 13 ans à l'époque. Donc, il avait quelques grands dossiers qu'il plaidait. Enfin, et c'était travaillé vraiment de l'orfèvrerie, de précision. Et là, ce deuxième dossier, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je finis par 2 jours après, je lui apporte ma note. Alors là, j'ai cru que ma deuxième semaine était finie. Et il me dit, mais c'est absolument, c'est pas du tout ça, ça va pas du tout. Un peu, bon, je lui dis, mais monsieur, est-ce que je peux vous demander de me dire pourquoi? Ça m'aiderait. Je sais très bien que je n'y arrive pas, mais je ne sais pas pourquoi. Le dossier est très compliqué, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à celui-là. Mais il me dit, mais c'est très simple. Vous savez, dans ce métier, il y a une seule chose à faire. Quand vous êtes paumé, vous faites une chose. Vous vous dites, il était une fois Jésus-Christ. Vous remontez toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Une fois que vous avez mis tout ça à plat, eh bien, si vous avez bien raconté votre histoire, le juge dit, mais il a raison celui-là. C'est évident qu'il a raison. Mais il faut tout raconter, dans la chronologie, y compris ce qui gêne, surtout ne pas occulter ce qui gêne, ne pas le contourner, etc. Et depuis, donc ma deuxième semaine, j'applique cette règle, je l'ai transmise à beaucoup d'autres avocats, et c'est une règle infaillible, c'est que quand on a des choses extrêmement complexes, on commence par s'imposer d'analyser la chronologie, vraiment tout. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, on construit le récit de l'histoire sans rien occulter. Oui, il y a ça qui joue contre moi, mais j'aurai une réponse, etc. Et voilà, c'est aussi bête que ça, voilà comment on devient avocat. Bah, écoutez, c'est un très joli début d'histoire, en tout cas. Est-ce qu'on peut sauter, du coup, quelques années et que vous nous parliez de la création de votre cabinet, donc Rambaud Martel? Alors, comment est-ce que vous avez créé votre cabinet et comment ça a commencé, vos premiers clients, tout ça? Voilà, donc je me suis retrouvé dans ce cabinet qui n'a pas eu de nom, parce que comme ils avaient tous des égos surdimensionnés, il pouvait pas y avoir un avant l'autre, non. Donc le cabinet s'appelait l'Avenue de Lamballe. C'était l'adresse, 17 Avenue de Lamballe, très célèbre. Il y avait Gide, et puis il y avait le 17 Avenue de Lamballe à cette époque-là, que toute la profession avait qualifié, évidemment, avec dédain, de supermarché du droit. Voilà, nous étions le supermarché du droit, c'était une honte, etc. Enfin bref, c'est déjà la première honte à laquelle j'ai participé dans ma vie. Parce que quand même, dans cette profession, quand on innove, c'est un peu la honte. Il y a un réflexe malthusien profond qui se vérifie à chaque étape et à chaque génération. Et donc, là-dedans, je suis celui qui veut être l'avocat d'affaires au sens business, vraiment, de faire vraiment participer aux affaires, au droit des sociétés, le droit commercial, etc., et pas seulement aller plaider, faire du au tribunal. Néanmoins, l'activité, ça consiste à aller plaider. Et il se trouve, j'ai chance de ma vie, Henri Rambaud reçoit Jean Prouvost, la lanière de Roubaix, enfin, grand industriel de l'époque. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Jean Prouvost. C'était un monument de l'industrie française du Nord, et qui avait le groupe de presse, Paris Match, Télé 7 jours, Le Figaro, etc., qui était propriétaire du Figaro. Il se trouve qu'à la fin des années 60, 69, ou 68, 69, 70, grosse tension au Figaro, première grève, c'était un scandale. Le Figaro, les journalistes se mettent en grève. Et deux journalistes, je crois, de cette époque disent « Mais le titre Le Figaro, il est à nous.
vous n'êtes pas, vous, Jean Prouvost, société propriétaire du journal, vous n'êtes pas propriétaire du titre, c'est nous qui l'avons. Ah, aux surprises. Pourquoi ? Parce que à la Libération, le Figaro avait continué à paraître trop longtemps pendant l'occupation. À la Libération, il a été réquisitionné. Et le gouvernement provisoire, M. Tedjen, qui n'est pas sans lien de parenté avec le bâtonnier Tedjen, qui nous a dirigé cet ordre. Et donc, Monsieur Pierre-Henri Tedjen, secrétaire d'État du gouvernement provisoire de la République, donne une petite lettre signée par lui à 2 journalistes en disant « Je vous autorise à faire reparaître le titre du Figaro ». Et donc, dans la bagarre à l'occasion de cette grève, ils vont au tribunal et ils gagnent devant le tribunal. Et le magistrat était quand même un très très grand magistrat qui a fini premier président de la Cour de cassation, très respecté, le président Bellay, qui juge cette incongruité que ces 2 gars-là, grâce à cette lettre, c'est eux qui ont le droit de faire reparaître le Figaro. Drame absolu, c'est le bâtonnier Bondou qui a perdu le procès pour Jean Prouvost, et Jean Prouvost vient voir Henri Rambaud, ils étaient 3-4 à ce niveau-là, donc il y en a un qui a perdu, je prends l'autre, qui n'était pas en face. Celui qui est disponible, Henri Rambaud le reçoit et me donne le dossier. Ça fait partie des premiers dossiers qu'il me donne comme ça. Regardez ça, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qu'on peut en penser. Et là, je sèche à nouveau sur le dossier parce que, pour moi, je ne comprends pas le jugement et c'était, comme je sortais tout frais de l'université, j'avais encore quelques souvenirs du droit, enfin du vrai droit profond. Et pour moi, c'est une évidence que ce jugement n'aurait jamais dû être rendu parce que le tribunal civil n'est pas juge d'un acte administratif. Si un ministre vous donne une lettre qui est une autorisation, c'est un acte administratif, ça relève des tribunaux administratifs. Donc le tribunal était radicalement incompétent. Sauf que ni les avocats en première instance de Jean Prouvost, ni le tribunal qui aurait dû soulever le problème d'office avec ce grand magistrat, ne l'ont soulevé. Donc ils ont plaidé, à l'époque, on plaidait le matin et l'après-midi, la même affaire, ça durait une journée. Et donc je me dis... Et j'ai passé 2 jours à chercher ce qui était faux dans mon raisonnement, en me disant c'est pas possible que tous ces gens-là, qui sont des sommités, n'aient pas vu le sujet. Donc, si ça n'a pas été évoqué, c'est que c'est moi qui me trompe. Je remonte voir Henri Rambaud, un peu la queue entre les jambes après mon expérience précédente. Et je lui dis, monsieur, vraiment, je suis désolé, mais j'ai une idée, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne marche pas. Ah bon, c'est quoi? Je lui explique. Il me prend dans ses bras et il me dit « Oh !» Le soir même, nous étions chez Georges Izard, qui était l'avocat des rédacteurs du Figaro, qui était en train d'entrer à l'Académie française. Et j'accompagne donc sur un strapontin Henri Rambaud qui va voir Georges Izard, plus Eisman, l'autre, c'était 3 des 4 ou 5 grands de l'époque. Autour d'un petit guéridon dans un salon. C'était pas Versailles, mais presque boulevard Saint-Germain. Moi, j'étais sur mon petit tabouret et j'écoutais ces messieurs parler voilà. Et puis ils ont fini quand même par aborder le sujet qui nous réunissait. Et donc Henri Rambaud dit à Georges Izard, écoute, voilà, donc ton truc ça tient pas debout. Est-ce qu'on va vraiment devant la cour d'appel pour plaider tout ça? Une demi-heure après, ils avaient abandonné. Ils disaient non, ok, il faut qu'on trouve une solution. Donc ça, c'est le premier volet de ma vie, le contentieux. Si on va devant la cour, c'est évident que je gagne, enfin que Henri Rambaud aurait gagné. Donc les autres ont bien compris, et donc j'ai dit bon, ok, on s'arrête là. Et le deuxième volet, c'est et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors, Henri Rambaud me dit, essayez de trouver un truc. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre la situation, remettre les gens au boulot, retrouver un accord entre le propriétaire, la société des rédacteurs, les journalistes qui avaient l'autorisation, les deux reporters qui avaient l'autorisation. Et donc là, c'est le deuxième volet de ma vie, c'est le conseil.
C'est d'imaginer une structure. Bon, je n'y connaissais rien du tout. Je me mets au boulot. À l'époque, on avait le temps de travailler. Voilà. Et en 2-3 jours, je sors une solution en ayant constaté que le préambule de la Constitution de 1946, la 4e, pas la 5e, la 4e République, donc ça a commencé à dater, le préambule de la Constitution de 46 prévoyait que le gouvernement, enfin l'État, allait établir par la loi un statut de la presse, c'est-à-dire combiner les droits de propriété de la société propriétaire, enfin du propriétaire, et la liberté qu'il faut assurer à la rédaction. Bon, mais on peut pas non plus dire que la rédaction va faire tout ce qu'elle veut, n'importe comment, aux frais de l'autre, donc c'est le chèque en blanc, c'est pas possible. Et inversement, il faut pas que le propriétaire puisse dicter à la rédaction ce qu'elle va. Voilà, c'était ça le sujet. Depuis 1946, et nous étions là en, je pense, 72 ou 13, quelque chose comme ça, peut-être 74, voilà, au maximum. L'État n'avait jamais été capable de sortir ça. Et ce qu'on me demande, c'est trouve-moi un truc pour faire ce que nous n'avons pas. Et j'ai inventé un système qui a consisté à créer c'est la première société de ma vie que j'ai créée. D'habitude, tout le monde commençait par faire sa petite SARL avec le capital minimum. La première société que j'ai créée, ça a été la société de gestion du Figaro. L'idée était très simple. Pour moi, c'était très simple. Il n'est pas question que les rédacteurs soient dans la société propriétaire. Enfin, il faut donc créer une structure entre la rédaction et la société propriétaire dans laquelle on va réussir ce melting, c'est le melting pot dans lequel on va faire ce mélange qui va permettre que ça tourne en respectant les droits de chacun. Donc, j'ai eu l'idée que la société propriétaire donne en gestion le Figaro à une société de gestion qui est payée à raison, je crois que j'avais prévu 5% à l'époque, 5% de commission pour faire le boulot. Et dans cette société de gestion, donc qui n'affecte pas la propriété des biens, on répartissait les rôles entre les représentants du propriétaire et la rédaction. Et je crois que la société de gestion du Figaro, sauf erreur, je vais pas vérifier depuis, la dernière fois que j'avais regardé l'ours du Figaro, elle existe toujours. Voilà, donc pour moi, je suis un peu long là-dessus, mais pour moi, ça a été l'inspiration de toute ma carrière. C'est que pour moi, on a gagné un procès, c'est bien. Bon, oui, si c'est pour obtenir une relaxe, c'est fini, etc. Mais en affaires, gagner un procès, ça ne veut pas dire de résoudre la situation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le juge peut juger un point, mais par exemple un conflit entre actionnaires, il est multiforme. Il va juger un point, mais il va pas résoudre. Il va pas organiser la vie en commun des gens. Et donc pour moi, ça a été ça toute ma vie. C'est le côté absolument indissociable du contentieux et du conseil. Voilà, c'est-à-dire le contentieux, on se bat, voilà, on gagne si possible, et quand même, j'en ai pas perdu beaucoup. Et à côté de ça, on est capable de construire ou de reconstruire. Et ça, c'est absolument majeur. Et pour moi, c'est ça le métier d'avocat. Et je trouve que, mais ça, c'est normal, parce que je suis un des vieux dinosaures en voie de disparition, l'espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, tout est cloisonné, chacun est hyper spécialisé, etc. C'est plus un travail d'avocat. Pour moi, déjà, quand on ne va pas au tribunal, on n'est pas avocat. Un avocat, c'est porter la parole, c'est aller se battre devant des tribunaux. Clairement, le reste, c'est de l'expertise. On peut faire du transactionnel sans être avocat. Et il y en a beaucoup qui le font, les banquiers, les experts comptables, tout le monde est capable de faire des fusions-acquisitions sans être avocat. Bon. En revanche, l'alliance des deux, c'est ce qui donne vraiment la plénitude de l'exercice. Et pour moi, ça a été absolument fabuleux. Et donc, mon cabinet, et donc c'est sur cette ligne-là que j'ai voulu développer mon activité. Bon, à l'intérieur de l'avenue de Lamballe, j'avais pas forcément l'unanimité. J'étais en plus le plus jeune, donc j'avais le droit de me taire. Les autres, ils sont devenus bâtonniers. C'était tous des gens très établis. Le plus jeune devait avoir 45 ans, ou chose comme ça. C'est Jean-François Rambaud. Et moi, j'avais la petite trentaine. Enfin, j'étais le bébé qui arrivait. C'est ça que je voulais faire. Et un jour,
Et donc, je poussais comme ça, et les autres ne voulaient pas. Enfin, je voyais bien que si je restais là, je ne pourrais pas faire ce métier-là, parce qu'ils étaient restés très traditionnels. L'avocat, ça plaide, mais... Oui, c'était trop cloisonné. Mais oui, dans cette affaire-là, je vais vous dire une anecdote, parce que c'est ça qui marque la vie et qui aide à faire des progrès énormes dans la réflexion. Dans cette affaire-là, je constitue donc la société de gestion du Figaro. Bien. Je fais tout, les statuts, je vais même moi-même, parce que c'était quand même un sujet hypersensible, la presse suivait tout ça, je vais moi-même faire l'enregistrement au bureau d'enregistrement de la rue Tronchet. Pour ça, j'avais besoin d'un chèque pour payer les droits. J'ai un des autres associés qui avait accès à la caisse qui passe par là. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner un chèque? J'aurais besoin de, etc. Il me donne un chèque. Mais ouais, t'en fais pas, il me donne un chèque. Je vais enregistrer le truc et je fais mon chèque. Tout est très bien. 3 jours après, j'ai un coup de téléphone glacial du receveur qui me dit « Maître, votre chèque a été rejeté. » Le drame absolu. Pourquoi? Parce que celui qui m'avait donné le chèque, je n'avais pas regardé, il m'avait donné un chéquier sur un compte qui avait été ancien, qui avait été fermé. Enfin, il m'avait donné n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, je suis retourné porter un bon chèque, bien sûr. Mais, entre-temps, je croise André Garneau, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le palier. Il me dit « Bah alors, mon petit père, ça n'a pas l'air d'aller. » Ah, je lui dis « Non, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Je lui raconte ce qui m'arrive. Réponse. « Eh ben, c'est bien fait pour vos pieds, c'est pas un travail d'avocat. » Donc, j'avais quand même la confirmation que j'avais raison de ne pas vouloir rester là, et que si je voulais faire ce métier-là, il fallait aller. Et puis, ça a été l'élément déclencheur. J'en parle évidemment avec Henri Rambaud, mais Henri Rambaud prenait sa retraite, il était déjà quasi plus là. J'en parle surtout avec son fils Jean-François Rambaud. Je dis, et lui était assez supportif, il était vraiment contentieux, mais il était quand même beaucoup plus ouvert. Et un jour, nous nous retrouvons tous les deux à Londres. On avait une réunion un soir à Londres, et après la réunion, on est au In on the Park, sur Hyde Park, sur Park Lane, et on se dit, tiens, on va boire un verre avant d'aller se coucher. On va au bar, tous les deux. On en est sorti à 4 heures du matin. Ah oui. On avait quand même pas mal siroté, et on s'était juré que nous allions créer notre cabinet, qu'on pouvait pas continuer comme ça avec les autres. Donc, j'avais mis la nuit à finir de le convaincre. Et à partir de là, on est rentré à Paris. C'était donc en 1976, printemps 76. Et là, avec ma collaboratrice de l'époque, on a mis les feux pour trouver un local. Et 1er janvier 77, nous ouvrions le cabinet, 300 mètres carrés, avenue Victor Hugo. Sachant que, mais ça peut paraître complètement surréaliste, quand je raconte ça à des jeunes aujourd'hui, mes filles en particulier, qui sont nées avec un iPhone dans la barboteuse, la difficulté pour ouvrir un cabinet d'avocat à l'époque, c'était d'avoir une ligne téléphonique. Il fallait 3 ans. Non, mais les gens non. 3 ans? Il fallait 3 ans minimum pour avoir une ligne fixe téléphonique. 3 ans. Et comment on ouvre un cabinet d'avocat en attendant 3 ans le téléphone? Juste pas possible. Donc, il a fallu chercher à louer un appartement privé qui n'était pas professionnel, de quelqu'un qui voulait bien, parce qu'il prenait sa retraite ou il partait à la campagne, me laisser sa ligne. Et ce qui a été le cas du propriétaire de cet immeuble à qui je dois une reconnaissance éternelle, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu décoller. 2e étage, 50 avenue Victor Hugo. On avait une ligne téléphonique. Le 1er janvier, on y était. Ou le 2 janvier, nous y étions. Et puis voilà. Et puis après, on a pu décoincer avec une charmante jeune femme qui nous a aidés à l'agence des PET de la place Victor Hugo à accélérer un petit peu pour avoir plusieurs lits. On a démarré comme ça. Nous étions 2, avec 2 ou 3 collaborateurs à l'époque qu'on a emmenés avec nous, des jeunes, vraiment très jeunes.
très motivés, et nous avions comme budget de dépenses pour 1977 à peu près 1,5 fois ce que nous avions encaissé comme honoraire en 1976, Jean-François et moi. C'est-à-dire que c'est le risque de l'entreprise. Si on n'est pas si on veut pas de risque, il faut pas entreprendre. Et si on entreprend, il faut accepter les risques. Et généralement, ils sont récompensés, puisque là, dès la première année, nous avons pu nous payer. Mais on était partis en se disant, non seulement on va pas se payer, mais il va falloir qu'on en remette de notre poche le peu d'argent qu'on pouvait avoir l'un ou l'autre pour faire vivre le cabinet. Voilà. Et à la fin de l'année, nous avons immédiatement associé les 3 courageux qui étaient venus avec nous, dont ma première collaboratrice, pour qui j'ai une affection éternelle, qui s'appelle Anne-Marie Couder, qui a été ministre sous Juppé et qui est aujourd'hui encore présidente du conseil d'administration d'Air France. Voilà. Ah, incroyable. Et donc, c'était sa première collaboration, c'était ma première collaboratrice, et on est toujours aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, très, très amis et très en contact, et je suis très fier de ce qu'elle a fait. Et même si j'ai un petit peu contribué, puisque ça a été le démarrage, elle dit toujours que je lui ai appris à travailler, c'est possible. Mais c'est ça aussi la profession, c'est que c'est un lieu où il faut aider les gens à s'épanouir. Bien sûr. Voilà. Et comment se sont passés les débuts alors, parce que vous nous dites que le marché a bien changé, vous aviez une ligne téléphonique pour un seul cabinet, mais comment vous avez fait pour vous développer, pour accroître votre notoriété Écoutez, je dirais qu'on l'a pas fait exprès, ça s'est fait tout seul, très naturellement, parce que notre dogme, c'était contentieux et conseil. Comme vous disiez. Ça, c'est vraiment le dogme affiché à tout le monde. Alors, j'étais plus conseil. Jean-François était moins conseil que moi, mais il était conseil, mais quand même très contentieux. Moi, j'étais les deux. Et je dis qu'on ne l'a pas vraiment fait exprès parce que le marché a totalement, on avait fait qu'anticiper sur ce qui allait se passer sur le marché, c'est que ça a explosé. Le marché du droit a explosé. Il y avait, quand je suis arrivé en 67, quand j'ai prêté serment en novembre 67, il y avait à peine 4000 avocats inscrits à Paris, dont 2000 travaillaient. Les 2000 autres, c'était des épouses qui avaient besoin d'un statut social ou des héritiers qui vivaient de leur rente, etc. Il y avait très, très peu d'avocats. Tout le monde se connaissait. C'était un petit club. Vous avez vu le marché exploser. Et le marché, tout d'un coup, s'est ouvert, a explosé. Pourquoi ? En ce qui me concerne, et ce qui nous concerne, parce que Jean-François Rambaud y a participé aussi, c'était les restructurations industrielles dont la France avait besoin. L'industrie était vieillissante, etc. Donc j'ai passé les 15 premières années de ma vie à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du restructuring. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. C'était de la restructuration industrielle qui passait obligatoirement par des procédures judiciaires, puisque nous vivons dans un État qui n'a jamais peur des contradictions, et c'est pas nouveau aujourd'hui, je vous en donne une de l'époque, c'est que il faut restructurer. Alors là, il faut restructurer l'industrie qui est très vieille, il faut y aller. Et on pousse, mais on pousse des privés à y aller, bien sûr. Mais pour restructurer, il faut pouvoir bouger les gens, il faut pouvoir licencier, il faut pouvoir... voilà. Et il n'y a pas une direction départementale de l'emploi qui donnait une autorisation de licenciement, et il fallait une autorisation même pour un salarié. Donc c'était non. Donc la seule manière d'arriver à restructurer l'industrie, c'était de passer par des procédures de faillite. Parce qu'une fois la faillite déclarée, les syndics de faillite n'étaient plus astreints à obtenir cette autorisation. Post-dépôt de bilan, on pouvait faire les restructurations qu'on voulait. Et donc, pendant 10 ou 15 ans, je n'ai fait à peu près que cela, en ayant commencé par un dossier absolument terrifiant et emblématique, qui s'appelait Néogravure, qui était l'imprimerie de presse héliogravure, de la presse magazine parisienne, en héliogravure. Je suis arrivé dans le dossier en décembre 74, à la veille de Noël. Et si j'ai eu le dossier, c'est parce que j'étais le petit dernier
qui ne prenait pas 15 jours de vacances à Noël parce que j'avais pas les moyens d'aller nulle part, j'avais d'aller nulle part, tous les autres partaient. Le truc se déclenche entre le 20 et le 25 décembre, et alors ça descend la cascade, ah bah oui, alors toi tu peux t'en occuper, ah non, non, moi, je sais pas, et puis ça arrive sur le petit jeune qui est là, le petit dernier, en bas de l'échelle qui a pas un rond pour partir, et qui dit, bah oui, moi je suis là, ah bah oui, mais alors tu peux t'en faire, oui, très bien. Le miracle, et ça je dois vraiment rendre grâce à beaucoup de personnages de l'époque qui étaient bien plus âgés que moi et qui m'ont fait confiance. Et là, le leader, l'homme, ce qu'on aurait appelé le manager de transition aujourd'hui, qui était un homme compagnon de la libération, enfin, il avait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans de plus que moi. Un jour, voilà, il se retrouve à la veille de Noël, il doit intervenir, c'est lui qui est chargé de restructurer tout ça. On est le 23 décembre, il a que le petit jeune en face de lui, il m'a pris, mais il m'a fait confiance tout de suite. Je vais avec lui à une réunion. Il faut savoir que je n'ai jamais étudié à l'université ni le droit des sociétés, ni le droit de la faillite. Ah oui. Parce que quand j'y étais, le droit changeait. 66 et 67, les deux lois changeaient, donc on les a pas étudiées. L'université, ben non, ça sert à rien d'étudier la loi, puisque l'année prochaine, elle est nouvelle, donc il faut qu'on recale les cours. Donc les deux matières que j'ai le plus pratiquées dans ma vie, ce sont deux matières que j'ai jamais vues à l'université. Donc j'étais tout seul, je ne savais pas de quoi il s'agissait, la faillite, je connaissais absolument pas, je vais avec lui. On était dans les sous-sols, la Caisse des dépôts, enfin c'était un truc. C'était Néogravure, c'était quand même 6 usines dans Paris, plus des usines en province, 6000 salariés du syndicat du livre, CGT. Énorme. Donc les durs de durs, il n'en était plus quand même à la composition au plomb, mais c'était limite. Il y avait 15 personnes par rotative, couleur, qui faisaient 2 couleurs, 3 couleurs, enfin des trucs, c'était des machines du siècle précédent, des trucs, voilà. Et les syndicats disaient, ah ben nous, oui, on veut bien moderniser, mais on reste à 15 sur la machine. Quand vous savez qu'une machine moderne, il y a un type au pupitre, et puis il y a un aide qui vérifie simplement que le rouleau de papier est bien positionné et que ça ne va pas déraper. Voilà, donc c'était ça le truc. Ça a été votre première grosse affaire? Ça a été vraiment pour moi, je peux dire, j'ai vraiment appris des affaires là-dedans, parce que j'étais dans cette entreprise, comme il y avait ce manager de transition qui pilotait tout, et il se reposait sur moi, donc j'avais de la disponibilité, j'étais en début de carrière, donc j'avais du temps. Et ça me passionnait, parce que pour moi, j'étais avec lui. Quand lui était en voyage, le directeur d'usine de Corbeil me téléphonait à moi pour savoir il y a tel truc qui arrive, qu'est-ce que je fais? Donc j'étais vraiment imbriqué dans l'entreprise, tout en étant extérieur. Enfin bref, ça faisait un peu terroriser, ça terrorisait un peu Jean-François qui me disait, mais enfin, tu es complètement fou, tu vas être dirigeant de fête, tu te rends compte, de responsabilité, etc. Bah oui, mais c'était absolument passionnant. Et ça a été passionnant à ce point que ma collaboratrice Anne-Marie Couder a intégré cette entreprise, qu'elle est devenue la numéro 2 à côté de Gérald de Roquemorel du groupe de presse Lagardère, qui a été le premier groupe de presse magazine mondial, et qu'elle a fait à côté sa carrière politique, etc. Donc tout ça a été absolument, mais c'est le hasard le plus complet. Parce que s'il y en avait eu un dans la chaîne qui n'était pas parti en vacances, qui aurait dit bon bah ok, c'est quand même une affaire exceptionnelle, mais personne n'était prêt à investir là-dedans. Et donc moi je demandais que ça, à apprendre. Et donc là le 23 décembre, je crois 22 ou 23 décembre, je vais à cette réunion d'enfer. Les gens ressortent, il y avait des dizaines de gens, et puis c'était enfumé à l'époque, tout le monde fumait, enfin c'était l'horreur absolue. Et je me demandais où j'étais. Ça ressemblait un peu au comité de salut public dans la salle des pas perdus à l'époque de la Révolution. C'était complètement dingue, des gars qui hurlaient dans tous les coins. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Je ne savais pas qui était qui, puisque je connaissais même pas la loi dont on parlait. Et je ressors de là avec mon client, où nous avons pour mission de présenter 3 contrats de location-gérance pour reprendre 3 usines. Et le tribunal de commerce se réunit le 7 janvier pour approuver vos contrats. Location-gérance, ce sont 2 mots que je n'avais jamais. Vous connaissiez pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà. Et donc, oui, très bien. Il me restait la période de Noël pour faire ça.
Je n'avais personne pour m'expliquer, personne pour m'aider. Le cabinet était vide. J'avais passé la totalité de la période dans la bibliothèque. Et le 7 janvier au matin, le tribunal a approuvé mes 3 contrats. Donc vous avez réussi. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est parti. Et puis, c'est comme ça qu'on faisait. Encore une fois, moi, je partais d'une feuille blanche. C'était pas. Oui, vous avez appris petit à petit. J'avais pas un encadrement autour de moi pour faire ce métier-là. Donc, j'ai appris largement tout seul. Et puis, j'étais à l'affût de tout ce que je pouvais trouver. Il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, vous demandez location, vous allez sur Google, location gérance, on vous sort, je ne sais pas combien de modèles de contrats, tout fait. Alors, à l'époque, je ne savais même pas, je connaissais même pas le nom. Mais ça, on apprend tout quand on veut. Mais c'est beaucoup de travail. Oui. Je peux vous dire que ma jeune épouse de l'époque ne m'a pas beaucoup vu pour les réveillons et tout ça. J'ai passé vraiment nuit et jour au cabinet pour sortir mes trucs. Ah oui, et ça a marché. Et partant de là, ça vous met, ça m'a donné l'accès à ce groupe d'entreprises. Et ensuite, il y a eu, pendant plusieurs années, ça n'a pas arrêté de restructurer jusqu'à ce qu'on finisse par tout avoir réduit à une usine magnifique à Corbeil-Essonnes où il y avait 800 personnes, mais les matériels les plus modernes, les quadricolores hyper rapides venant d'Italie, etc. Donc c'était fait, la mission était faite, mais il y a des gens qui tournent autour de ce genre de dossier quand même. Là, ils m'ont vu au boulot. Donc c'est toujours, il n'y a rien de meilleur que ça, c'est de faire ses preuves. Tout à fait. Il y a des gens qui savent se vendre. Moi, la seule chose que j'ai vendue dans ma vie, c'est le boulot que je fais, la qualité et le fait que je veux être absolument impitoyable sur la qualité. Voilà. Et donc, là, j'ai eu la chance que le gouvernement avait désigné 3 groupes pour piloter cette restructuration de l'imprimerie de presse. Un éditeur, Lagardère, c'était Hachette à l'époque et Lagardère derrière, Béguincé, le fournisseur de papier, et puis une banque d'affaires pour monter les financements, c'était la compagnie financière de Paribas. Et là, j'ai été adoubé et installé grâce à ça chez Paribas. Et pendant 10 ou 20 ans, j'ai fait toutes leurs opérations de ce type, les opérations, les OPA, les fusions, tous ces trucs-là. J'ai vraiment très bien accroché avec eux, avec ce qui s'appelait PAI à l'époque, Paribas Affaires Industrielles, qui n'est pas le PAI Partners maintenant, qui est un fonds après que la banque soit sortie de ces activités-là, comme toutes. Et ça a été absolument formidable, parce que j'avais, grâce à ces connexions-là, j'avais la chance d'être mis dans les plus belles opérations de la place. Est-ce qu'il y a des affaires qui vous ont particulièrement marqué dans votre carrière, sans forcément rentrer dans le détail dedans, mais des affaires qui vous ont marqué d'une certaine façon? Oui, je peux vous en citer une par décennie à peu près. Donc celle-là, c'est la première, qui a été vraiment pour moi le socle. Et j'ai énormément appris. Je dis souvent en forme de... C'est une provocation, bien sûr, mais je dis souvent que j'aurais dû payer certains de mes clients pour tout ce qu'ils m'ont appris. Oui, c'est une jolie métaphore. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que c'est vraiment... Quand on fait équipe avec un client, où vous avez une confiance réciproque totale, une communication claire, il n'y a pas de considération politique, de jalousie, mais vraiment, on travaille avec des gens de qualité qui poursuivent le même objectif, c'est un bonheur absolu. Et on échange. J'ai appris beaucoup à mon client et il m'a appris beaucoup, bien entendu. Je n'aurais jamais su gérer un comité d'entreprise hostile qui vous séquestre. Comment ça se passe? À cette époque-là, pendant toute cette période-là, avec l'imprimerie de presse, j'avais une trousse de toilette qui ne quittait pas ma serviette. Je ne me déplaçais jamais, parce que je ne savais pas. J'allais à une réunion chez Ouverture à Rennes, réunion de comité d'entreprise, on arrive, l'usine est en grève, on ne sait pas si on repart. Quand on repart, donc il fallait être prêt à tout. J'ai été séquestré un certain nombre de fois, jamais violemment. Les gars étaient vraiment, c'était pas de la violence, mais on retenait. Mon client et moi, on était là, voilà, il faut que, voilà. Vous avez vécu plein de choses. Voilà, c'était extraordinaire. Et avec la modernisation, comme quoi le progrès peut aider certaines choses pas vraiment prévues, mais quand on est passé à la photocomposition
Ils ont pas, la CGT a parfaitement compris, le syndicat du livre a parfaitement compris que c'était plus la peine de mettre des usines en grève. On met en grève l'atelier de photocomposition rue Blomet dans le 15e, il y a 30 personnes qui sont en grève, on bloque tous les documents la veille du jour où ils doivent partir à l'usine pour être imprimés, et paf, donc match, télé 7 jours et tout ça, enfin c'est piliers de la culture française sans lesquels la France ne serait plus ce qu'elle était. Sortait le mercredi, je crois, souvent le lundi soir, j'étais rue Blomet en train de négocier avec les gars pour décoincer les documents pour qu'on puisse envoyer ça aux usines, faire tourner les rotatives et sortir, parce que c'est une denrée périssable, la presse, n'est-ce pas? Donc voilà, ça a été très agité. Après ça, je situe ça à partir du deuxième gouvernement Mauroy, à peu près. Les choses ont basculé, on avait quand même beaucoup restructuré. Moi, j'avais participé, accompagné la fermeture des houillères, par exemple des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Après, il faut créer une société de financement pour aider à recréer de l'emploi localement, etc. Enfin, il se passait énormément de choses à cette époque, vraiment. Et j'ai eu la chance d'être impliqué dans tout ça. Mais il y a eu un commun basculement tout d'un coup. La croissance est là, repart après le choc 81, où je me suis retrouvé à aller négocier. Je me suis retrouvé à Oslo, par exemple, négocier l'achat d'une partie de Nobel-Bosel, les activités de poudre pour les petites munitions de chasse ou de sport. Je suis à Oslo et crac, on n'a plus le contrôle d'échange arrive, on a droit à 200 euros, enfin, ou 200 francs je sais plus combien c'était à l'époque, par jour. Je suis incapable de payer mon hôtel et mon avion pour rentrer. Donc j'ai dû demander aux gens chez qui j'étais en train de négocier en phase 2, je demande au directeur général de Nobel, j'ai dû lui demander la queue basse, quand même là on n'est pas fiers d'être français, qui veut bien me payer mon hôtel, m'envoyer une fausse facture pour que je la rembourse. Enfin, mais c'était une époque c'était quand même un peu cow-boy, hein. Il fallait bien continuer. On pouvait pas s'arrêter, il fallait bien continuer. Et donc là, le marché est parti, la croissance est venue, et il a commencé à y avoir de la restructuration autre que de l'industrie, et surtout dans la grande distribution, par exemple les concentrations, mouvement des concentrations, donc des fusions-acquisitions en pagaille, des offres publiques. La réglementation des offres publiques est sortie en 89. Il se trouve que j'avais la chance, avec 2 ou 3 autres ou 4 autres, d'être là. Bon. Les offres publiques à l'époque, c'était 30 articles épais comme ça, de principes généraux. Chaque opération donnait lieu à contentieux. C'est pour ça que ce sont des avocats de contentieux qui ont annexé le marché des offres publiques et non pas les avocats transactionnels, qui d'ailleurs à l'époque étaient peu nombreux. C'était surtout les conseillers juridiques, mais les conseillers juridiques, comme les grands réseaux d'audit, etc., tous ces gens-là ne faisaient pas de contentieux. Donc, comme on finissait devant la cour d'appel, nous, on était les rois du pétrole parce qu'on était des avocats de contentieux. On était les seuls à savoir faire ça, en plus du reste. Donc, ça avait monté les produits, les trucs et machin. Et j'ai été appelé, ayant plaidé les 2 ou 3 premiers dossiers, puisque c'est la loi de 89 qui a décidé que le contentieux des offres publiques serait confié à la cour d'appel de Paris. Pour ne pas le donner au Conseil d'État. C'était une histoire de dire, non, le Conseil d'État, c'est l'État, non, on donne ça à la Cour d'appel de Paris. Ah bah oui, mais la première présidente de la Cour d'appel de Paris et les magistrats qui l'entourent ont fait toute leur carrière dans le pénal, dans le droit de la famille, etc. Et on commence à plaider 2 affaires devant. Alors, c'était des audiences solennelles de 9h du matin à 7h le soir. Ah oui. Grande salle d'audience, enfin, les trucs comme on n'en voit plus aujourd'hui. La première présidente, qui était une femme vraiment très remarquable, Madame Ezrati, m'appelle et me dit, écoutez, maître, je voudrais vous voir. Elle me dit, écoutez, ne le répétez pas, mais on n'y comprend rien à vos affaires. Je lui dis, mais attendez, interrompez-nous si vous ne... Mais on peut pas le faire devant la presse. On
peut pas montrer devant la presse. Voilà, alors je vais vous demander un service. Est-ce que vous pourriez nous organiser une formation des juges? Et donc, pendant toute une année, nous avons, enfin, avec les gens j'ai appelé profs de droit, confrères, Madame Vanel, qui était la grande prêtresse du marché à l'époque, à l'AMF, enfin, l'AMF de l'époque, la COB, et on a fait des matinées entières de formation des magistrats. 6 ou 7 sessions au moins dans l'année. Et vraiment, ils étaient très assidus, très assidus, et il y avait du boulot. Hein, si on me demandait les détails sur les procédures concernant la délinquance des mineurs, je n'en sais absolument rien. Bien sûr. Elle, c'était pareil, elle venait, enfin les magistrates et magistrats d'ailleurs venaient la plupart du civil, du pénal, de la famille, etc. Mais les divorces, des trucs comme ça, mais ne connaissaient absolument pas le monde des affaires qui jusque-là n'avait jamais pénétré la cour d'appel. Donc elle avait eu cette humilité de vouloir apprendre, etc. Et ça a été vraiment absolument formidable. Et pour montrer je vous dis tout, mais ça permet de situer l'écart entre la situation d'aujourd'hui et la situation de l'époque. Donc là, je suis début des années 90, fin des 89-90. À la fin, elle reçoit les quelques-uns qui les ont aidés à se former. D'ailleurs, un verre de champagne dans le cabinet de la première présidente à midi, c'est quand même exceptionnel. Dans une vie d'avocat, ça marche, ça ne m'est pas arrivé 2 fois. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très souvent. Et elle me dit, écoutez, je ne sais pas comment vous remercier, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Imaginez la réponse que je lui fais. Je lui dis, écoutez, madame le premier président, parce qu'il n'était pas de la première présidente, c'était madame le premier président. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour moi, c'est de demander à votre greffier de tenir à ma disposition, j'ai un coursier qui passe, toutes les décisions que vous rendez. Ah, oui, vous croyez? Je dis oui, et je m'engage à les tenir à disposition de tous mes confrères qui en auraient besoin. Imaginez, on va plaider un mercredi toute la journée. Ils ont peut-être jugé le point 15 jours avant, on ne le sait pas. Oui, là, vous aurez tout à disposition en temps réel. On ne le sait pas. Vous imaginez tout le décalage dans l'information et donc l'avantage concurrentiel que ça donne d'avoir accès à l'information. Et les avocats ne se sont pas rendus compte, à mon avis, à quel point leur vie a changé avec le changement de civilisation. On est passé dans la civilisation de l'information. Oui, tout à fait. Bon. Jusque-là, on était une illustration. C'est ce qui parle le mieux. Je suis l'avocat de Péchinet. Le directeur juridique de Péchinet m'appelle et me dit, Jean-Pierre, j'ai un collaborateur là qui fait une recherche. C'est pas un dossier que je peux vous confier, c'est pas assez important, mais voilà, vous savez, on n'a rien. Donc, est-ce que ça vous ennuierait s'il venait passer 2 heures cet après-midi dans votre bibliothèque? Je dis non, évidemment. Mais c'est l'illustration que les clients n'avaient pas l'accès à la connaissance. Nous, on avait des bibliothèques énormes. Bien sûr. Au cabinet, j'avais toutes les collections depuis 1850, les Gazettes du Palais, les Dalloz, des trucs en belle reliure cuir, enfin, la caricature. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a même qui n'ont jamais eu ça, parmi les plus jeunes. Et donc, voilà, l'illustration, c'est que nous avions, dans cette profession, l'accès au savoir. Personne ne l'avait. Les directeurs juridiques, enfin les juristes d'entreprise de l'époque étaient assez peu formés. C'était des gens qui étaient en général assez âgés dans les années 90, qui étaient là depuis longtemps. C'était, enfin, la caricature, c'était les manches de lustrine et remplir les formulaires d'URSSAF. C'était la caricature, bien sûr. Il y en a qui étaient un peu plus. Mais je vais vous donner là aussi un exemple. Quand j'ai fait une offre publique d'achat suivie d'une fusion entre l'ASGE, la Société Générale d'Entreprise, et les Grands Travaux de Marseille pour créer le groupe Vinci, c'est au début des années 90, je peux vous dire que dans une des 2 sociétés, il n'y avait pas un seul juriste.
Ah oui. Il n'y avait pas un juriste, il y qu'aujourd'hui, avait un garçon qui s'appelait responsable assurance. Ça voulait dire que c'était les numéros 2 et 3 du BTP en France. Donc ça veut dire, il y a un problème sur un chantier, on envoie ça à ce garçon qui envoie ça à l'assureur. Il n'y avait pas de juriste. Aujourd'hui, chez Vinci, ils sont des centaines, voire des milliers, partout, hyper compétents, hyper formés et qui ont accès à tout. Tout à fait. Et ils sont d'autant mieux formés que la plupart viennent de chez nous. Oui. C'est-à-dire que ce sont des cabinets comme le nôtre qui forment des générations entières. On peut pas associer tout le monde. Il y en a aussi qui préfèrent une autre vie que la vie d'avocat et qui n'a pas que du bon temps. Enfin, c'est une vie dédiée au boulot. Et donc, ils ont appris à travailler. Ils savent où est l'information. Elle est accessible à tout le monde. Ça change la vie pour la profession d'avocat. Je pense que beaucoup n'en ont pas conscience encore. Tout à fait. Et ils sont déjà en retard parce qu'on n'est plus dans la civilisation de l'information, on est maintenant dans celle de l'intelligence qui va exploiter cette information. Donc, le monde a changé. Le monde a bien changé. Voilà, alors je ne dirais pas, mais je peux me le permettre. Compte tenu, j'ai l'excuse de mon âge, c'est que c'était mieux avant. On avait plus de liberté, on pouvait faire plein de choses. Mais il faut tenir compte de l'évolution et s'y adapter. Voilà, c'est tout le sujet. Le monde change et je pense que même, dans 30 ans, on pourra redire exactement la même chose, que peut-être c'était aussi mieux avant, mais dans tous les cas, c'est certain qu'il faut s'adapter. J'espère pour vous que non, parce que ça voudrait dire que ça se gâte vraiment. Vu comme ça, c'est pas faux. Je voulais aussi aborder avec vous quelque chose qui est extrêmement intéressant je pense pour nos auditeurs et à plus forte raison aussi pour moi, c'est la fusion avec la firme Auric. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Et puis surtout, quelles ont été les répercussions pour le cabinet Rambaud-Martel? Écoutez, on est dans les années 90. Là, c'est la période où j'ai eu les affaires les plus formidables, les plus dynamiques. Voilà. Et notamment dans les fusions-acquisitions, les OPA et les contentieux. J'étais l'avocat de la famille Vuitton. C'est moi qui ai inventé le nom de LVMH. C'est vrai. Revendique. Oui, bien sûr. Oui, vous savez, j'admire beaucoup ce que Bernard Arnault a fait, mais à l'époque, nous étions face à face. J'étais l'avocat de la famille Vuitton depuis le début et je faisais leurs acquisitions. J'ai acheté Laurent Perrier, pas Laurent Perrier, Veuve Clicquot, pardon. Veuve Clicquot, Givenchy, toutes ces acquisitions-là, c'est moi qui ai fait ça avec eux. Et j'avais là aussi la confiance du leader de la famille, Henri Racamier, qui était un homme extraordinaire, plus de 70 ans à l'époque, et vraiment c'est une histoire extraordinaire, et qui avait cette idée, comme rien ne l'arrêtait, c'était la pleine euphorie pour 8 ans, qui était une affaire qu'il avait dynamisée de manière incroyable. Ça part de 2 petites boutiques, de rien du tout, 10 ans plus tôt. Et donc, il avait le concept de créer un très grand groupe de luxe français qui n'existait pas. Vous aviez la maroquinerie, vous aviez le vin, vous aviez la mode, mais personne n'avait encore rien mis en face. Et là, c'était le premier pas pour constituer ce pôle. Et Paribas était vraiment à la manœuvre là-dedans et très, très, très proactif avec Lazare pour promouvoir. C'est quand même là où c'est né. C'est-à-dire entre 76 et on a basculé, je me trompe de décennies, dans les années 80, 85, et je crois qu'LVMH, ça doit être 88 ou 9. Donc voilà, et la négociation un jour bloc. Mais je vous jure, c'est vraiment ça, c'est la vraie vie. Je veux dire, c'est du vécu. Il y a rien de génial là-dedans. C'est une affaire de circonstances et d'idées qui vient comme ça. On avait fini de négocier, les banques étaient d'accord, les parités, tout était fait, mais il y avait une certaine animosité entre les deux camps parce que
les grands aristocrates terriens considéraient que c'était quand même une mésalliance de se marier avec ce maltier. C'était vraiment un fournisseur, quelle honte. Mais le fournisseur, il gagnait des milliards quand eux, ils tiraient un peu par là. Enfin, c'était, vous voyez, la caricature du mariage de raison pour sauver le château de la famille. Très bien. Donc un climat tendu et il n'y avait pas de problème de présidence puisqu'on avait un président neutre et qui était absolument parfait, mais il y avait un problème de nom. Voilà. Donc les aristocrates disent, terriens disent, ça s'appellera moitié, bien sûr, comme techniquement la fusion se faisait sur Moët-Hennessy, ça s'appellera Moët-Hennessy Louis Vuitton. Louis Vuitton dit c'est nous qui apportons tout le sang neuf. Ça s'appellera Louis Vuitton Moët-Hennessy. Et voilà. Et on campe là-dessus pendant 2 jours, plus personne ne se parle. Et un soir chez moi, je regarde les Échos ou le Figaro, je sais plus. Enfin, je regarde le petit tableau du CAC 40 de la bourse, le cours de bourse du CAC 40. Je vois ce petit encadré et comme ça, je me frappe. Je me dis mais jamais que ce soit Louis Vuitton, Moët-Hennessy, ça ne peut pas rentrer dans les cases. Il faudrait prendre la page, donc ça tient pas debout. Ça ne peut pas s'appeler comme ça, outre le fait que comment est-ce qu'un Américain, un Sud-Américain, un Chinois va prononcer Moët-Hennessy Louis Vuitton. Et donc, 9h30 le soir, je ne tiens pas en place, j'appelle Henri Racamier. Je m'excuse platement de le déranger aussi tard, mais il adorait, il était vraiment formidable. Il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, écoutez, j'ai une idée. Vous allez sûrement pas être d'accord, mais j'ai une idée à vous proposer et je lui explique. Je dis, voilà. Et donc, moi, je vous propose une chose pour décoincer le truc. Vous allez accepter que la société, la solution que je vous propose, vous acceptez que la société s'appelle Moët-Hennessy-Louis Vuitton, et à la fin, on met LVMH, on renverse LVMH. Et je suis persuadé, j'ai horreur des acronymes pour les sociétés. En plus, c'est contre ma religion. Je n'aime pas les acronymes parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Mais là, dans le cas de figure, ça rentrait parfaitement dans le petit lot LVM. Mais qui aujourd'hui sait que la société s'appelle Moët-Hennessy Louis Vuitton-LVMH? C'est ça son vrai nom. Je savais même pas. Ben voilà. Donc LVMH est entré alors que franchement, je refuse toujours, comme pour les cabinets d'avocats, qui utilisent des acronymes, j'ai horreur de ça. Non, parce que pour moi, c'est une mauvaise marque, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, voilà. Et par rapport voilà l'histoire de LVMH. Je ne savais pas. J'étais pas au courant, mais oui, donc j'en sortirai moins. Comme quoi, tout ça, c'est du vécu au jour le jour. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien de préconçu, de présupposé. On n'a pas besoin d'interroger des outils, etc. Ce sont des trucs qui viennent comme ça parce qu'on vit des situations et que, en étant toujours à l'affût de trouver la solution positive, puisque mon métier, c'est de trouver des solutions pour les dirigeants, c'est-à-dire quel que soit leur problème, s'ils veulent m'en parler, c'est pour que je leur donne une solution. Oui. C'est pas que je leur raconte le droit, le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, vous savez, les tribunaux, c'est incertain. Non, c'est maître, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, tout à fait. Et par rapport à donc la fusion avec la firme Auric, est-ce que vous pouvez nous dire ici... Donc, dans les années 90, où il y a eu plein d'opérations comme ça, je constate une chose, donc le cabinet grossit, Jean-François Rambaud a pris sa retraite, je suis tout seul à la tête du cabinet. On grossit, et on est 120 avocats à peu près, donc je suis tout seul. Je me tape la gestion, les gros dossiers, le développement, les recrutements, enfin quand même l'essentiel. Ah bah oui, non mais tout. Aucun de mes... C'était des quinquas à l'époque, ou quadras ou quinquas, ils avaient 10-15 ans de moins que moi, donc qui étaient les... Je n'avais aucun recrutement externe. Tous les gens qui étaient associés étaient arrivés comme collaborateurs débutants, sortant de l'université, et ils poussaient, ce qui donnait une culture extrêmement forte. Le seul recrutement extérieur que j'ai fait entre 77 et donc 2005, c'était le fiscaliste, parce que là, j'avais personne pour le former, donc il fallait bien aller chercher un fiscaliste.
Mais pour le reste, c'est vraiment de la formation interne et du développement interne. Donc c'était extrêmement fort, mais c'était un peu consanguin, c'était un peu franco-français. Depuis le milieu des années 90, on voit un gros effort des cabinets anglais d'abord, ensuite américains, mais les Américains moins, et un peu plus tardifs. Mais vraiment, les Anglais mettent le paquet pour venir prendre un marché qui commence à ressembler à quelque chose pour eux. Et donc, nous, par exemple, chez Rambaud Martel, on était depuis la génération d'Henri Rambaud, des gens qui conseillaient les constructeurs d'équipements, les autoroutiers, des choses comme ça. La concession de services publics, c'était notre tasse de thé. On faisait ça à tour de bras. Très bien. Sauf que dans les années 90, celui qui pilote le truc, c'est plus le constructeur, c'est plus vraiment l'État, c'est celui qui apporte le financement. Ce sont les financeurs. Les financeurs, ils sont anglo-saxons. Ils arrivent avec leur cabinet anglais. Voilà. Et quand on va chez Bouygues ou chez Vinci, etc., avec un panel de banques anglo-saxonnes qui sont prêts à financer... c'est plus facile. Les banques viennent avec leurs avocats, anglais ou américains. Très bien. On va vous faire aussi la concession de services publics. Et c'est comme ça qu'une institution ô combien française, enfin, c'était un pur produit français, de droit français, qui s'appelait la concession de services publics, a été rebaptisée parce que les anglo-saxons ont une capacité marketing et un talent pour conceptualiser les choses que nous n'avons pas. Ils ont appelé ça le BOT. Et le BOT, le monde entier aujourd'hui parle du BOT, qui est une pure construction juridico-jurisprudentielle française de l'entre-deux-guerres. Mais c'est une institution anglo-saxonne, le droit anglo-saxon. Heureusement, ils sont là pour tout inventer. Donc, le BOT, c'est je construis, j'opère pendant 40 ans, et puis je te transfère à la sortie. Au bout de 40 ans, je te rends le truc. Voilà. Et qui est-ce qui porte tout ça? Ce sont les banques. C'est le financement. Donc, c'est le financement qui paraît. Je vois bien que nous ne sommes pas un cabinet de financement, que le financement, il est fondamentalement dans le monde anglo-saxon. Les banques françaises avec qui je travaille me demandent à un moment, c'est quand même caricatural d'en être là, mais on me dit, écoutez, il n'y a plus qu'un cabinet français qui fait du financement, qui s'appelait Giroux et Bourgagère. Et Giroux était un bon ami, et il était vraiment un très bon cabinet de financement français. Et on me dit, c'est plus possible, il est le dernier, est-ce que vous seriez d'accord pour monter une équipe de financement? Je dis, oui, je veux bien, mais il va falloir m'accompagner. Je veux bien faire ça. Il disait, non, on en a marre, la fatalité d'aller toujours chez les Anglais ou chez les Américains. Voilà, on voudrait... Très bien, ok, allons-y. Donc, qu'est-ce que vous me donnez? Je veux bien investir, recruter du monde. Il faut m'aider à les former parce que vous avez tout dans vos tablettes, donc il faut m'ouvrir votre... Voilà. Et je vous constitue un truc comme ça, et je veux bien fonctionner, mais il faut me soutenir. Donc, donnez-moi au moins 5 ans de boulot pour... Ah ben non, mais vous n'y pensez pas. Non, mais on peut pas s'engager. Alors, moi non plus, je sais pas... Bien sûr. C'est pour me retrouver demain matin où vous allez me dire, écoutez, désolé, mais les Anglais nous proposent de faire ça à l'œil. Oui, donc il y a vraiment une grosse différence de comportement entre le consommateur américano-anglais et le français. Le français, non. Alors que les autres, il n'y a pas un Américain qui va se promener en Chine sans avoir son cabinet d'avocat, ou un Anglais, même en France, et ils viennent avec leur cabinet d'avocat. Nous, les Français, non, on y va tout seul, on trouvera bien un local pour nous aider. Voilà, mais ça remonte à des problèmes d'éducation dans les écoles d'ingénieurs, dans les grandes écoles. Il y a vraiment une immodestie chez certains encore, devant le fait que le droit, c'est jamais que de la logique, c'est tout ça. Alors que c'est un levier extrêmement important pour la création de valeur. Et qui peut être surtout très destructeur de valeur si on l'a mal organisé.
Voilà, donc je me dis, moi, j'arrive quand même, j'approchais la soixantaine, je vois que mes gars, mes quadras et mes quinquas derrière n'ont pas très envie de sacrifier leur week-end à prendre le relais. Ils trouvent très normal que ce soit moi qui passe les nuits à gérer tout ça. Et je me plains pas, ça me plaisait, c'était ma vie. Bien sûr. Mais ils auraient pu prendre le relais. À 2 ou 3 reprises, j'ai demandé de l'aide, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment, ne serait-ce que défensivement, il faut vraiment que j'internationalise le cabinet. Ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir autre chose. Les nouvelles technologies sont en train de naître en Californie. La Chine est en train de s'ouvrir. Et comment est-ce que moi, ici, dans mon petit truc, comment un avocat français à Paris peut participer à ça? J'ai envie. Maintenant, j'ai épuisé le sujet ici. J'ai envie de faire autre chose et de voir et d'ouvrir. Voilà. Et à cette époque-là, il existait une alliance européenne des cabinets d'avocats qui était les pays continentaux avec un cabinet par pays. Ça s'appelait l'Alliance. Et à ce moment-là, il se trouve que l'Alliance me demande de reprendre, de succéder à Janté. Je sais pas, enfin, ça n'allait plus très bien entre eux. Il me demande de remplacer Janté. Je leur dis OK. On commence à négocier. Et au milieu de cette négociation, les Néerlandais s'acoquinent, enfin disent mais non, finalement, on peut pas se passer des Anglais. Et ils amènent Linklaters. Linklaters arrive dans le truc. Et donc, je suis contraint de discuter avec Linklaters qui avait un bureau à Paris pour qu'il ne reste qu'un bureau en France, qui soit nous. Mm-hmm. Sauf que leur bureau de Paris, à l'époque, c'était vraiment la déroute complète. Ils étaient sous transfusion, sous perfusion de Londres. Moi, je peux pas prendre le risque de récupérer un bureau qui est totalement dépendant de Londres. Et donc, on ouvre le dossier, comme je l'aurais fait. Je dis à mes associés, on ouvre le dossier comme si c'était pour un client. Et puis, on va regarder ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Et clairement, et je mets au point avec Linklaters une négociation en 3 stades. Et clairement, dès le premier stade, on voit bien que la seule solution intelligente, c'est que nous soyons absorbés par Linklaters et qu'on devienne associés de Linklaters à Londres. Ce qui posait problème parce que est-ce que les autres continentaux accepteraient que Linklaters soit à la fois l'Angleterre et la France? Ça commençait à poser problème. Toujours est-il que je ne rencontre pas vraiment l'euphorie chez les gens de Rambaud-Martel parce qu'il y en a la moitié qui parlaient pas anglais, parce que un peu la peur de l'inconnu. On est bien comme ça. Enfin, oui, qu'est-ce que tu veux de mieux? On a tout ce qu'il faut. Oui, sauf que quand même, je voyais bien que sur les affaires significatives, notamment en matière d'équipement, d'infrastructure et tout ça, on était forcément challengés et en retrait. Et donc destiné à se ratatiner à terme. J'aurais pu me dire, après tout, ça m'emmènera bien jusqu'à ma retraite, mais non, c'était pas mon état d'esprit. Donc je casse avec Linklaters le lendemain matin et avec l'Alliance, je les préviens lundi soir, à 10h du soir, je préviens tout le monde. Le lendemain matin, à 9h, j'ai un coup de téléphone de Thierry Vassagne, qui était chez Gide à l'époque, et qui me dit, Jean-Pierre, j'apprends que je sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris, il m'est revenu que tu aurais dit non à Linklaters. J'ai dit oui, absolument. Mais alors, est-ce que tu m'autorises à prendre contact, à discuter avec eux? Je lui ai dit, Thierry, vas-y. Le terrain est libre. Il est devenu l'associé. Donc, lui est entré, il a emmené son équipe chez Linklaters. Et il a fait le bonheur de Linklaters à Paris parce qu'il a été très successful, parce qu'ils avaient trouvé des vrais avocats français bien installés ici, et voilà. Et donc ça a été... mais moi, j'avais pas résolu mon problème. C'était une réussite pour Thierry. Oui, et pour Linklaters, et moi, j'avais pas réussi à régler mon problème. Et donc là, je continuais. On vivait bien, très bien. On continuait encore à avoir toutes nos activités. On était 120, 130, je pense. Et puis, à un moment, on refaisait notre
recalait nos répartitions de résultats entre associés tous les 2 ans. Et j'avais donné des avertissements en disant, écoutez, moi, j'approche de la retraite. Maintenant, c'est plus moi. L'avenir du cabinet, c'est plus moi. Vous n'avez pas voulu de Linklater, c'est tout ça. Très bien. Moi non plus. Je regrette pas du tout. Mais c'est vous qui, le futur du cabinet, c'est vous. C'est pas moi à plus de 60 ans qui vais définir l'avenir. Donc, dans 2 ans, vous me présentez votre projet de cabinet et puis je vais voir ce que je fais. À partir de là, ça a été juste la débandade. Ils sont foutus. Enfin, ils ne s'entendaient pas. Enfin, ça a été très bien. Et moi, je me dis, sauf qu'il peut, ça va bien, j'en ai ras-le-bol. Et je cherche un adossement, mais américain, parce que les Anglais, en plus, la retraite est à 55. C'était très drôle, parce que quand je discutais avec Linklater, j'avais déjà passé l'âge de la retraite avec eux. Ah oui, ouais. Donc, je veux dire, quelque chose de prémonitoire. Enfin, j'aurais bien voulu parier dessus à l'époque, mais c'était une boutade de ma part. Le chairman, enfin le senior partner de Linklaters me dit, parce que je lui dis, mais tu sais l'âge que j'ai, donc moi, je peux pas être du voyage. Tu sais, nous, on est très flexibles. C'est la flexibilité. Tu veux combien de limite d'âge? Je le regarde, je dis 85. Chez eux, c'était 56. Il y avait un associé qui avait dépassé 55. Et il me dit, quand je lui dis, eh ben, j'en ai trouvé qu'un. Ah oui, mais lui, il s'en va dans 2 mois. Donc, c'était 55 ans, la limite d'âge. Et j'en avais déjà, à l'époque, oui, j'en avais déjà 55. 60, oui, j'avais passé 50. Oui, juste à la limite. Vous avez demandé 85. Et je lui dis 85. En rigolant. L'anglais impeccable. Il a juste dégluti. Il n'a pas. C'est d'accord, il n'y a aucun problème. Là, c'était drôle. Donc j'aurais aimé être certain à cette époque-là que j'atteindrais les 85 encore d'activité. Donc je m'en rapproche gentiment et doucement. Je suis pas pressé. Et voilà. Donc il fallait que je trouve une solution. Ils m'ont rien proposé. Ça a merdoyé, etc. Moi, vous êtes rapproché des Américains. Lancé quelques. Et alors là, on me faisait des ponts d'or. À condition, plus je venais en réduit, et plus on me donnait d'argent. Alors là, c'était parfait. Si je venais avec un collaborateur, alors là, c'était le summum. À la rigueur, un jeune associé, etc. Donc, il y en a un autre qui a fait ce mouvement à la même époque. C'est Georges Terrier chez Davis Polk, qui m'avait fait la même offre. Moi, je dis, mais attends, j'ai 200 personnes. Aujourd'hui, j'ai plus de 200 personnes à l'effectif, dont 130 ou 140 avocats, les stagiaires, le staff, etc. Plus de 200 personnes. Moi, ma philosophie, c'est clair. Il n'y en a pas un qui restera au tapis. Pas un. Donc, tout le monde tout le monde aura une offre de situation. Comment voyez-vous, je trouve un cabinet de New York qui accepte d'entrer dans un truc comme ça. Moi, ne sachant pas, ceux qui décideraient de me suivre et ceux qui décideraient de partir. Aucune idée. Donc, je savais au départ, il y en a 200, donc il faut s'engager à prendre le paquet, et puis moins ce qui sera parti entre-temps. Et j'ai eu l'intervention d'un homme que je connaissais à peu près pas, d'ailleurs, à l'époque, qui est devenu un ami, qui était Bernard Attali. Bernard Attali était donc le frère de Jacques, le jumeau de Jacques. Bernard Attali, Dieu sait si je suis pas de gauche, donc j'ai aucune acquaintance côté socialiste, pas du tout une relation politique, mais Bernard Attali était associé d'un fonds, il représentait en France un fonds californien très important qui s'appelait TPG, qui existe toujours bien sûr. Et il se trouve que dans ce périmètre-là, il connaissait les gens d'Oric et il était quelque part un peu le conseil du chairman d'Oric à l'époque. Et donc lui, il entend vaguement dire un truc comme ça. Eux-mêmes cherchaient à venir s'installer en Europe.
Un jour, il m'appelle, il me dit on peut faire un dîner? Ouais, on fait un dîner. 48 heures après, on était 4 à dîner. Le chairman américain était arrivé instantanément aussi vite que l'avion avait pu l'amener. On se retrouve à dîner tous les 4 dans le salon de la Serre, le truc préféré des Américains. Et à la sortie du dîner, on était d'accord. Ça s'est fait ils prenaient tout. Non, mais ils étaient... Alors après, j'en ai d'autres qui disaient, mais tu sais, on pourrait... Non, mais... oui, on avait dit non au départ, mais tu sais, on pourrait prendre tout, puis on fera le ménage après. Je dis non. Il n'est pas question de ménage ou autre. Je veux que chacun ait un contrat de travail dans sa poche. Tout le monde... Ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas, tout le monde est libre, mais tous ceux qui veulent venir, il faut les prendre. Et donc, j'ai traité comme ça, en un dîner, avec Ralph Baxter, le patron d'Oric, qui en avait, parce qu'il en avait vraiment envie. Et sa stratégie de croissance était de se dire, on est français en France. Donc, je veux pas envoyer une demi-douzaine de gars, dont la moitié d'Américains, qui sont là à faire du sitting, mettre l'enseigne, mais qui n'ont pas de boulot et qui attendent que j'envoie du boulot. Non, on veut être français en France, italien en Italie, etc. Et donc, sur le principe, paf, voilà. Ça devait être au mois de octobre, je pense, 2005. Voilà comment les choses se font. Ça, c'est la vraie vie. C'est pas un plan. J'ai pas fait des études pour retrouver quelle est la liste des cabinets américains, etc. Oric, j'en avais jamais entendu parler. La première fois, quand je dis bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les voir? Et vraiment, à la fin du dîner, on était d'accord sur le fait que on fusionnait, c'est-à-dire que Rambaud Martel devenait, avec l'apport des quelques ils étaient une vingtaine d'avocats ou choses comme ça, qui tous ne suivraient pas non plus, et qui faisaient du financement. Donc je trouvais du financement et je trouvais une plateforme internationale. Dans le même temps, ils avaient repris les bureaux de Chine et de Moscou de Couder Frères, qui est le grand cabinet international américain, le premier grand cabinet international américain qui a fait faillite à New York, qui s'est éteint à New York, disons, alors que le bureau de Paris était absolument génial. Et donc, ils avaient repris les 3 bureaux de Chine. Donc pour moi, la Chine, fabuleux. Comment moi, depuis Rambaud Martel, le petit Parisien, je vais aller en Chine. On a les bureaux. On avait la licence 001, premier bureau d'avocats étrangers en Chine. Ils sont aux États-Unis, donc ils couvraient la côte Est, la côte Ouest, aucun problème, et Washington. Beaucoup de financement, un chairman absolument délicieux. C'était un partenaire idéal. C'était le partenaire, et qui prend tout le monde. On s'est dit, OK, on y va. Il y a eu une petite fuite, parce que dans ce milieu-là, tout le monde balade, je ne sais pas qui a lâché le train. En tout cas, il y a une petite fuite j'ai à peine eu le temps de prévenir les gens de Rambaud Martel que c'était déjà, ça fuyait dans je ne sais quelle feuille de chou. On a confirmé, le 1er janvier, on était ensemble, combinés. Une combinaison, on ne savait pas comment faire. Donc, ça s'est passé comme ça. Je ne devrais pas le dire aux clients, mais moi, je ne crois pas à la suprématie du papier sur la vraie vie. Si les gens ne s'entendent plus, c'est pas parce qu'ils ont des contrats que ça marche. Et donc, je privilégie, et j'ai toujours privilégié, la relation personnelle, la confiance. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des papiers, bien sûr. Mais on a fonctionné comme ça. Le premier papier est sorti au mois de mars. C'était une page et demie, une lettre d'une page et demie pour mettre quand même par écrit nos principes. Et puis ça s'est exécuté. On a vécu 10 ans en village et on peut le qualifier comme ça. C'était une combinaison, ce qu'ils disent une combinaison. Voilà. On agrège nos comptes, on agrège nos revenus, nos charges, etc. Et c'est seulement en 2015 qu'on a pu juridiquement et fiscalement
procédé à une vraie fusion. C'est-à-dire que j'avais fusionné une société civile professionnelle d'avocats parisienne avec une LLP de Californie immatriculée au Delaware. C'est pas simple. Il y a un petit peu de chemin. Et donc, on a pu le faire en 2015. Et aujourd'hui, voilà. Mais moi, dès le départ, mon deal avec eux, c'était vous prenez la gestion. Moi, je ne veux plus m'occuper de tout ça. Je veux me consacrer à mon métier, c'est-à-dire tout ce qui m'amuse. Et ce qui m'amuse, c'est d'aider les clients. C'est d'être dans les affaires, voilà, et pas de passer mes nuits à faire de l'administration. Je comprends. En tout cas, c'était une très jolie histoire, un très joli parcours. Il y aurait plein d'autres choses, je suis sûre, qu'on aurait pu dire, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu limité dans les podcasts. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre, d'être venu partager des fragments de votre carrière avec nous. C'était très intéressant. Et puis, peut-être à bientôt sur ce podcast. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil et de votre intérêt. J'espère que ça peut servir. J'en suis pas certain. Parce que l'expérience des autres n'est pas toujours décisive, déterminante pour soi-même, mais ça peut donner des idées. Ça peut effectivement. Et c'est ce que je souhaite contribuer à faire. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci et de à votre très accueil. bientôt. À bientôt. Au revoir.